Quand j'ai pris le téléphone pour demander à mon fils Max quand aurait lieu son mariage, ma belle-fille Léna m'a regardé droit dans les yeux avec un sourire glacial. « Oh, nous nous sommes déjà mariés hier. Nous n'avons invité que des personnes spéciales. » Ces mots m'ont frappé comme un seau d'eau glacée. Des personnes spéciales. Moi qui, pendant 3 ans, avais payé leur loyer mensuel de 5 cents, acheté chaque meuble de leur appartement et rempli leur réfrigérateur lorsqu'il n'y avait plus rien à manger. Je n'étais donc pas une personne spéciale. Je me tenais dans le salon de ma propre maison, le téléphone serré dans ma main comme s'il pesait une tonne, observant mon fils éviter mon regard tandis que Léna s'installait confortablement sur le canapé que j'avais payé. Dans mon armoire, une robe rose pâle choisie pour le grand jour pendait inutilement, à côté de chaussures neuves et de l'illusion d'être présente au moment le plus important de la vie de mon unique fils. J'avais dépensé 200 $ pour cette robe, m'imaginant sur les photos du mariage de Max des photos où je ne figurerais jamais. Pendant des semaines, j'avais tout planifié. Mis de côté 1000 $ pour leur offrir un cadeau de noces. Appelé ma sœur Diana à Chicago pour lui annoncer la bonne nouvelle. Nettoyer la maison de fond en comble, au cas où il viendrait fêter ça après la cérémonie. Tout s'est effondré en une seconde, avec ces 4 mots empoisonnés, des personnes spéciales. Max a fini par lever les yeux et a dit d'un ton récité. « Maman, c'était intime, très petit, juste nous et les témoins. » Mais je savais que c'était faux. J'avais vu les photos sur les réseaux. Les parents de Léna posant fièrement à côté des mariés, ses frères et sœurs trinquant au champagne, la robe blanche de Léna financée en partie par les 800 $ que je lui avais donnés le mois précédent pour ses dépenses personnelles. Une semaine plus tard, exactement 7 jours après cette humiliation, Léna m'a appelé d'une voix différente. Fini l'assurance de celle qui m'avait exclue. Elle semblait désespérée, presque suppliante. « Emma, le loyer est en retard. Le propriétaire nous met la pression et dit que si nous ne payons pas cette semaine, nous serons expulsés. Tu as oublié le virement. » Sa voix tremblait comme si le monde s'écroulait. Je suis restée silencieuse, me souvenant de toutes ces fois où j'avais couru à la banque pour effectuer ce transfert, annuler mes propres projets pour qu'ils aient un toit, manger des haricots et du riz afin de financer leurs envies. « Léna, » ai-je répondu d'un calme qui m'a moi-même surprise. « Ne t'ai-je pas prévenu que je n'aidais que les personnes spéciales ?» Le silence à l'autre bout de la ligne était si profond que j'entendais battre mon propre cœur. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas moi qui tremblais, mais elle. « Emma, yeah. Je ne comprends pas, » balbutia-t-elle. « Nous avons toujours été spéciales pour toi. Tu es comme une seconde mère pour moi. » Des mensonges. Enveloppés dans cette douceur qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle voulait quelque chose. Pendant des années, j'avais eu l'impression de marcher sur des œufs pesant chaque mot, chaque geste, chaque cadeau dans l'espoir d'obtenir une miette d'affection de mon propre fils. J'étais la mère parfaite, la belle-mère arrangeante, la pourvoyeuse silencieuse qui ne se plaignait jamais d'être transparente. Mais cette phrase des personnes spéciales avait réveillé en moi quelque chose qui dormait depuis trop longtemps. Je me suis mise à refaire les comptes. Le loyer à 5 cents $ pendant 36 mois, 18 000. Nourriture et courses, 2 cents par mois, 7200 cents. Anniversaire, Noël, anniversaire de rencontre, au moins 3000. Urgence médicale de Léna, 800. Le prêt auto jamais remboursé, 2500 cents. La réparation de la climatisation, 600. Le mobilier du salon, 1200. Total, 33 cents. 33 400 $ pris sur ma retraite, sur l'héritage que m'avait laissé mon mari pour vivre paisiblement mes dernières années, sur l'épargne amassée sou par sou. Tout cela pour être traitée comme une étrangère le jour du mariage de mon fils. Le lendemain, quelque chose avait changé. Je me suis regardée dans le miroir, les mêmes yeux fatigués, les mêmes rides mais une dureté nouvelle, une détermination exhumée. J'ai préparé mon café 40 en que je le fais sans penser à appeler Max. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais ma première préoccupation de la journée. À la table où j'avais tant de fois compté des billets pour leurs dépenses, j'ai ouvert mon chéquier et mes relevés. Je voulais mesurer la grandeur de ma naïveté en chiffres exacts. Le téléphone a sonné, Max. D'ordinaire, j'aurais couru répondre, le cœur battant, espérant des excuses. Cette fois, j'ai laissé sonner. 10 minutes plus tard, Léna. Puis un message de Max. « Maman, s'il te plaît, réponds. Il faut qu'on parle. » Supprimé. À 14 h, j'ai décidé de sortir marcher sans commission à faire, sans course pour eux. Juste marcher parce que j'en avais envie. Je suis passée devant le parc, enfant, Max se jetait dans mes bras. Quand était-il devenu cet homme qui me traitait comme un distributeur automatique avec des sentiments? Quand ai-je confondu l'amour avec l'argent? Devant la banque où j'alimentais leurs virements automatiques, j'ai respiré un grand coup et suis entrée. Le directeur, M. Klein, me connaît depuis des années. Il a vu mon compte se vider mois après mois pour remplir le leur. « Monsieur Klein,
je souhaite annuler tous les virements programmés et protéger mes comptes. Plus aucun accès, à personne. Il m'a regardé, surpris. Êtes-vous certaine, madame? S'est-il passé quelque chose? Oui. J'ai ouvert les yeux. Pendant qu'il procédait, mon téléphone vibrait sans relâche. Max, puis Léna, puis Max encore comme s'il sentait que la source se tarissait. Je l'ai éteint. En sortant, je me sentais étrangement légère comme si j'avais déposé à ce guichet un fardeau immense. Pour la première fois depuis des années, mon argent m'appartenait de nouveau. Mais en rentrant, 3 voitures stationnaient devant chez moi, celle de Max, celle de Léna et une inconnue. Des silhouettes bougeaient derrière les rideaux. Mon sang s'est glacé. Ils avaient des clés que je leur avais données, croyant naïvement qu'un jour ils prendraient soin de moi comme je m'étais occupé d'eux. J'ai inspiré profondément. Il était temps d'affronter la première bataille de ma nouvelle vie. J'ai ouvert la porte sur une scène que je n'oublierai jamais. Max, la tête dans les mains, assis sur mon canapé. Léna, tournant en rond comme une lionne en cage. Et un homme plus âgé, en costume gris, feuilletant mes papiers personnels étalés sur la table de salle à manger. Qu'est-ce que cela signifie? Ai-je lancé d'une voix plus ferme que prévu? Ils m'ont regardé comme si l'intruse, c'était moi. Léna a parlé la première, avec cette urgence suppliante que j'avais déjà entendue au téléphone. Emma, Dieu merci, tu es là. Nous devons parler. Monsieur Fischer est l'avocat que nous avons consulté pour. Ta situation. Ma situation? Je me porte très bien. Sortez de chez moi. Max a levé la tête, les yeux autrefois ceux d'un enfant innocent rempli d'une panique toute financière. Maman, la banque nous a dit que tu avais annulé les virements et bloqué l'accès à tes comptes. On ne comprend pas. L'avocat s'est avancé, main tendue. Madame, je suis maître Fischer, spécialisé en droit de la famille. Vos enfants s'inquiètent de votre discernement. Je n'ai pas serré sa main. J'ai récupéré mes documents d'un geste sec. Ce sont des papiers privés. Vous n'avez aucun droit d'y toucher. Emma, reprit Léna d'un ton faussement doux, on sait que tu es stressée. À ton âge, des épisodes de confusion, c'est normal. Ce mot confusion a résonné comme une alarme. Il n'était pas venu m'aider. Il voulait me faire passer pour incompétente et prendre le contrôle de mes finances. Je ne suis pas confuse, et vous allez sortir. Maintenant. L'avocat tenta la voix professionnelle. Madame, vos enfants ont le droit d'intervenir s'ils estiment que votre capacité à gérer vos affaires est altérée. Ils ont relevé plusieurs comportements préoccupants. Je me suis mise à rire, un rire sec. Préoccupant comme quoi? Décider que mon argent m'appartient? Cesser de financer la vie de 2 adultes qui me traitent comme une étrangère? Léna a bondi. Nous ne t'avons jamais maltraité. Tu fais partie de la famille. De toute façon, tout ce que tu as nous reviendra un jour. Autant accélérer le processus. Voilà la vérité nue. Dans leur tête, j'étais déjà morte, ils venaient encaisser l'héritage en avance. Dehors, ai-je dit en montrant la porte. Tous les 3. Max s'est levé, le visage fermé. Maman, on ne peut pas partir comme ça. Il y a le loyer, la voiture, la carte de crédit que tu as co-signée. Tu ne peux pas. Je peux. Et je veux. L'avocat a sorti un dossier. Une procuration simplifierait les choses. Max et Léna géraient vos finances jusqu'à ce que vous alliez mieux. J'ai pris le dossier et l'ai jeté à la poubelle. La seule transition ici, c'est la vôtre vers la sortie. Léna s'est mise à pleurer pas de chagrin, mais de frustration. Tu ne peux pas nous faire ça, Emma. On comptait sur toi. Sur mon argent, pas sur moi. Pas sur mon bien-être, sur mon compte. Et maintenant que j'ai décidé de l'utiliser pour ma propre vie, je deviens soudain une vieille confuse? Max a tenté de s'approcher, j'ai reculé. Ce n'était plus le petit garçon de mes bras, c'était un homme adulte qui voyait en sa mère un obstacle entre lui et une vie payée par d'autres. Ils sont partis, dignité blessée, non sans menace voilée. J'ai refermé la porte sur le plus beau silence que j'ai entendu depuis des années, le silence de la liberté. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi non de tristesse, mais sous l'adrénaline d'avoir repris le contrôle. À l'aube, j'étais déjà prête. Première étape, consulter Maître Weber, un avocat réputé pour la protection des aînés. Son verdict a été net. Madame, ce que vos proches tentent, c'est de l'abus financier envers une personne âgée. C'est un crime. Nous allons tout documenter, sécuriser vos comptes, changer les serrures, installer un système de sécurité. Et surtout, préserver votre dignité. Nous avons passé 3 heures à examiner mes relevés. Il a sifflé en voyant le total. 33 400 $ en 3 ans. Avec cet argent, vous auriez pu voyager, vivre confortablement. Au lieu de cela, vous avez financé 2 adultes qui ne vous ont même pas invité à leur mariage.
En sortant de son bureau, j'avais un plan clair. Changer les serrures, installer des caméras, ouvrir un nouveau compte bancaire ailleurs et commencer enfin à vivre. Je me suis rendue à la quincaillerie. Le propriétaire, Monsieur Summer, me connaissait depuis des années. J'achetais toujours quelque chose pour Max et Lena. Encore une urgence pour ton fils ? Demanda-t-il avec compassion. Non, cette fois c'est pour moi. Je veux changer toutes mes serrures, les meilleures. Son fils Ethan, spécialiste en système de sécurité, est arrivé au bon moment. Providence. Installer aussi des caméras, un système complet. Le prix n'a pas d'importance. Tandis qu'il préparait l'installation, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'avais bloqué celui de Lena. Mais c'était encore elle. Emma, je t'en prie, ne raccroche pas. Parlons calmement. Parle, ai-je répondu sèchement. Nous savons que tu es fâché pour le mariage. C'était une erreur. On veut se rattraper. Dînons ensemble, cuisinons chez toi comme avant. La manipulation était si évidente que j'ai presque ri. Lena, combien de loyers en retard exactement? Zelengse. Puis, 2 mois. 1000 dollars. Mais ce n'est pas que pour ça, Emma, tu nous manques. Vous manque ma présence ou mon argent? Les deux, avoua-t-elle avec une franchise brutale. Oui, on a besoin de ton aide financière. Mais on t'aime aussi. J'ai alors compris. Leur amour avait toujours eu un prix. Et moi, j'avais enfin décidé de ne plus payer. L'après-midi même, après avoir raccroché au nez de Lena, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, prendre soin de moi. J'ai poussé la porte du salon de coiffure du quartier, celui où j'allais autrefois tous les 2 mois, avant que chaque rendez-vous ne soit sacrifié aux urgences financières de Max et Lena. Emma, s'exclama Cynthia, ma coiffeuse préférée. Quelle surprise. Je croyais que tu nous avais oubliés. Je ne vous ai pas oublié, Cynthia. Je m'étais oubliée moi-même. Je me suis offert le traitement complet, coupe, couleur, manucure, pédicure. Pour la première fois depuis des années, j'ai dépensé de l'argent pour moi sans ressentir la moindre culpabilité. Cynthia bavardait, me parlant de ses enfants, de ses projets. Je l'écoutais, fascinée. Enfin une conversation qui ne tournait pas autour de Max et de Lena. Quand elle eut terminé, elle posa le miroir derrière ma tête. Tu es magnifique, Emma. Mais plus encore, tu as l'air libre. Il s'est passé quelque chose. Oh oui, Cynthia. J'ai enfin appris à dire non. Je suis rentrée légère, comme si un poids énorme avait quitté mes épaules. Pourtant, en approchant de ma maison, mon cœur s'est mis à battre plus vite. Une voiture inconnue était garée devant. Pendant une seconde, j'ai cru que Max et Lena avaient ramené des renforts. Mais en m'approchant, j'ai distingué une femme âgée, assise sur mes marches avec un gobelet de café à la main. Madame Richter? Demanda-t-elle NSL Levant. Oui, c'est moi. Puis-je vous aider? Jesus Elena Brooks. J'habite juste à côté. Nous sommes voisines depuis des années, mais nous n'avons jamais vraiment parlé. Hier, j'ai entendu des voix fortes chez vous, et je me suis inquiétée. Est-ce que tout va bien? Sa sollicitude sincère m'a émue. Une inconnue me montrait plus de compassion que mon propre fils. Je l'ai invité à entrer. Nous avons partagé un café, et je lui ai raconté toute l'histoire, le mariage secret, l'exclusion, la confrontation avec l'avocat. Eleanor m'a écouté sans m'interrompre, hochait la tête de temps en temps, les yeux humides. Vous avez eu raison, Emma, dit-elle quand j'eus terminé. J'ai traversé la même chose avec ma fille. Elle ne m'appelait que pour de l'argent. J'ai arrêté, et ce fut terrible au début, menaces, chantage émotionnel, culpabilisation. Mais 6 mois plus tard, elle est revenue, s'excusant sincèrement. Aujourd'hui, nous avons une vraie relation, basée sur l'amour, pas sur l'argent. Pensez-vous que Max et Lena comprendront un jour? Ai-je demandé d'une voix hésitante. Peut-être. Peut-être pas. Mais ce n'est plus votre responsabilité. Votre seule responsabilité, c'est de vivre votre vie. Ces mots étaient comme un baume. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans me soucier de savoir si Max et Lena avaient de quoi payer leur loyer. Le lendemain matin, Ethan et Monsieur Summer sont venus installer le système de sécurité. Serrure neuve, caméra dernier cri, alerte reliée directement à la police. L'ironie me frappa. Je devais protéger ma maison non contre des étrangers, mais contre mon propre fils. Pourtant, cette pensée ne me fit plus mal. C'était simplement une mesure pratique pour sauvegarder ma paix retrouvée. Alors qu'il travaillait, j'ai composé un numéro que je n'appelais plus depuis longtemps, celui de ma sœur Diana, à Chicago. Emma, s'exclama-t-elle, stupéfaite. Quelle surprise. Comment vas-tu? On n'a pas parlé depuis des mois. Mieux que jamais, Diana. J'ai enfin ouvert les yeux.
Je lui ai tout raconté. Quand j'eus fini, sa réponse m'a glacée. Emma, il était temps. Chaque fois que nous parlions, tu me décrivais combien d'argent tu avais donné à Max et Lena, comme si c'était une preuve d'amour. Mais tu sais quoi? Max ne parlait jamais de toi avec tendresse. Jamais un « ma mère me manque », toujours « ma mère m'a payé ceci ». Et Lena? Elle parlait de toi au futur. Comme si tu n'étais déjà plus là. Quand Emma ne sera plus là, nous pourrons rénover sa maison. Quand nous hériterons, nous investirons. Ces paroles furent comme une lame froide. Je réalisais que, pendant que je sacrifiais tout pour eux, ils planifiaient un avenir où je n'existais déjà plus. Après cet appel, je suis restée longtemps à ma table de cuisine, les mains tremblantes, digérant la vérité. Puis j'ai pris une décision. J'irai voir la tombe de Robert, mon mari. Cela faisait des mois que je repoussais cette visite sous prétexte des urgences de Max et Lena. Le cimetière était calme. J'ai nettoyé la pierre tombale, remplacé les fleurs fanées et me suis assise dans l'herbe. Robert, mon amour, je crois que je me suis perdue après ton départ. J'ai mis toute mon énergie dans Max. Je voulais être la meilleure mère du monde, mais j'ai oublié d'être moi-même. Notre fils. Je ne le reconnais plus. Le vent soufflait doucement, comme une réponse silencieuse. Quand je suis rentrée, 3 voitures étaient encore garées devant chez moi. Max, Lena et 2 inconnus discutaient nerveusement, désignant ma maison. Je n'ai pas bougé. J'ai appelé directement Maître Weber. Ils sont là, encore une fois. Que dois-je faire? Ne sortez pas, Emma. J'arrive tout de suite et j'appelle la police. J'ai obtenu une ordonnance restrictive temporaire. Ils n'ont pas le droit d'être sur votre propriété. 20 minutes plus tard, 2 voitures de police se garaient devant. J'ai vu les agents parler à Max et Lena. Max gesticulait, Lena pleurait. Mais cette fois, ses larmes ne m'atteignaient plus. Un policier s'est approché. Madame, vous pouvez sortir. Vos visiteurs doivent partir immédiatement. Je suis sortie, la tête haute. Max, ai-je dit calmement, la famille ne menace pas sa mère d'un procès pour incapacité. La famille ne force pas une porte sans permission. La famille ne transforme pas l'amour en dette. Lena a crié de la rue. Tu vas payer tout ce que tu nous dois. Maître Weber est intervenu d'une voix tranchante. Toute communication passera désormais par mon cabinet. Et je vous conseille de réfléchir avant de proférer des menaces, car ma cliente a la preuve de toutes ses aides financières depuis 3 ans. Je les ai regardés s'éloigner, vaincus, mais pas résignés. Ce n'était pas la fin. Mais pour la première fois, je n'avais plus peur. Cette nuit-là, Eleanor m'a invitée à dîner. Sa fille était présente. J'ai vu de mes propres yeux ce qu'était une relation familiale saine. Ils se parlaient avec respect, riaient ensemble, partageaient sans rien demander. J'ai ressenti une pointe de jalousie, mais aussi une lueur d'espoir. Peut-être qu'un jour Max comprendrait. Mais ce jour-là, pour la première fois depuis des années, j'ai cru en un avenir où ma vie m'appartiendrait enfin. Le vendredi matin, je prenais calmement mon petit déjeuner quand la sonnette retentit. Sur l'écran de mes nouvelles caméras, je vis une jeune femme élégante, tailleur impeccable, un dossier sous le bras. « Bonjour, Madame Emma Richter », dit-elle. « Je suis assistante sociale mandatée par le service de protection des aînés. Nous avons reçu un signalement indiquant que vous pourriez être en situation à risque. » Mon sang es eglaka. Max et Lena avaient franchi une nouvelle étape, impliquer les autorités. « Puis-je voir votre carte ?» demandai-je. Elle me montra une pièce officielle. « Jesus Madame Schmidt. » Puis-je entrer pour vous poser quelques questions? Je savais que refuser aurait joué contre moi. Je la laissai donc entrer, tout en pensant à appeler mon avocat. Elle s'assit et ouvrit son dossier. « Madame, nous avons reçu des rapports indiquant un changement brutal de comportement financier, une rupture de communication avec votre famille et l'installation jugée, paranoïaque, de systèmes de sécurité. On nous dit aussi que vous refusez l'aide de vos proches. » Chaque mot semblait écrit par Lena. « Madame Schmidt, répondis-je, je souhaite appeler mon avocat avant toute réponse. Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi ne pas parler? L'ANKTL. » Cette phrase me mit en rage. Je vais appeler mon avocat. Vous pouvez attendre ici, mais je ne parlerai pas sans lui. 20 minutes plus tard, Maître Weber arriva. Son visage se durcit. Mademoiselle Schmidt, avez-vous une ordonnance? Ma cliente est représentée légalement. Toute enquête sans autorisation est du harcèlement. Elle perdit de son assurance. Nous avons reçu des plaintes de la famille. La même famille qui tente de la déclarer inapte? Trauscher Weber. Dorénavant, toute visite devra passer par un juge. La fonctionnaire partit, et je ressentis un étrange soulagement. Leur manigance se retournait contre eux.
Les jours suivants, je notais chaque appel, chaque tentative de contact. Comme l'avait dit Weber, chaque détail sera une arme en justice. Un soir, Eleanor frappa à ma porte avec un gâteau. « Tu n'es pas seule, Emma. » Ces mots simples me réchauffèrent plus qu'elle ne l'imaginait. 3 semaines plus tard, le procès arriva. L'audience qui déciderait si j'étais capable de gérer ma vie ou si j'allais être placée sous tutelle. Je me levai tôt, enfilai mon tailleur noir et me regardai dans le miroir. Dans mes yeux, je ne vis plus la peur, mais une détermination froide. En entrant dans le tribunal, je vis Max dans un costume neuf sans doute payé avec mon argent passé et Lena vêtue de noir, comme pour un enterrement. Peut-être l'était-ce, celui de notre lien familial. Leur avocat, un homme élégant et sûr de lui, plaida que j'étais une vieille femme confuse, manipulée par mon entourage. Madame Richter a coupé tout soutien financier sans raison rationnelle et s'est isolée de sa famille aimante, déclara-t-il. Puis vinrent les témoins. Lena pleura à chaudes larmes, décrivant mon soi-disant changement. Max prit un ton grave. Ma mère n'est plus la même. Elle refuse notre aide. Nous craignons pour elle. J'avais envie de crier. Mon propre fils témoignait contre moi, comme si j'étais déjà incapable. Alors maître Weber prit la parole. Votre honneur, voici les preuves. Plus de 33 000 $ transférés en 3 ans. Cet argent aurait dû financer sa retraite, pas la vie confortable de 2 adultes autonomes. Il déposa relevés, messages, factures. Chaque pièce démontrait mon exploitation. Quand je fus appelé, je pris une profonde inspiration. Jesus Emma Richter. J'ai 71 ans. J'ai élevé seul mon fils après la mort de mon mari. J'ai géré mes finances pendant 40 ans sans faute. Et aujourd'hui, parce que j'ai dit non, on me traite de folle ? Ma voix résonna dans la salle. Pour la première fois, je me sentais plus forte que leurs mensonges. Le juge, impassible, prit des notes. Mais dans ses yeux, je vis une attention sincère. L'issue n'était pas encore certaine, mais j'avais retrouvé ma voix. Le tribunal était bondé. J'avais l'impression que chaque souffle, chaque regard, chaque mot pesait des tonnes. Le juge, un homme d'une 60aine d'années au visage sévère, feuilletait les dossiers que maître Weber avait déposés. Devant moi, Max et Lena chuchotaient avec leur avocat, jetant parfois des regards furtifs dans ma direction. Ils espéraient me voir trembler, mais je me tenais droite, les mains jointes sur mes genoux. Quand le juge m'appela de nouveau à la barre, j'eus le cœur qui battait si fort que j'entendais son écho dans mes oreilles. Pourtant, ma voix resta claire. Votre honneur, j'ai passé ma vie à travailler. Je n'ai jamais demandé l'aumône. J'ai payé les études de mon fils, j'ai payé son premier appartement, et j'ai continué à l'aider quand il a fondé un foyer. Mais le jour où il s'est marié, il a choisi de m'effacer de sa vie. Ce n'était plus de l'amour, c'était une transaction. Un murmure parcourut la salle. Max baissa les yeux. Lena, elle, soutenait mon regard, presque défiant. Le juge m'invita à m'asseoir. Ce fut au tour de maître Weber d'appeler des témoins à la barre. Le premier fut monsieur Klein, le directeur de ma banque. Il expliqua, document à l'appui, comment mes comptes avaient été vidés régulièrement par des virements mensuels, toujours en faveur de Max et de Lena. À chaque fois, madame Richter venait elle-même au guichet. Jamais je ne l'ai vue hésitante ou confuse. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. La seule différence, récemment, c'est qu'elle m'a demandé d'arrêter ses virements. Et je peux vous assurer qu'elle était parfaitement lucide ce jour-là. L'avocate de Max tenta de l'interrompre. N'avez-vous pas remarqué des signes de démence, des oublis ? Aucun, répondit monsieur Klein fermement. Madame Richter est l'une de nos clientes les plus organisées. Puis vint Cynthia, ma coiffeuse. Elle témoigna de ma décision récente de revenir prendre soin de moi, de ma capacité à tenir une conversation claire et cohérente. Emma n'a rien d'une femme perdue. Elle a seulement décidé de reprendre sa vie en main, dit-elle. L'avocat de la partie adverse s'agita, comprenant que son dossier s'effritait. Alors il rappela Lena à la barre. Les larmes de ma belle-fille coulèrent comme sur commande. Je l'ai toujours considérée comme une mère. Nous avons partagé des repas, des rires. Mais depuis quelques mois, elle a changé. Elle s'est isolée, elle nous accuse de vouloir son argent. Nous avons seulement peur qu'elle se mette en danger. Je sentis la salle se diviser entre ceux qui la croyaient et ceux qui voyaient clair dans son jeu. Enfin, Max fut rappelé. Sa voix tremblait, mais je savais que ce n'était pas de l'émotion sincère. Ma mère m'a toujours soutenue. Mais ce qu'elle fait maintenant, ce n'est pas elle. Elle refuse de nous voir, elle nous ferme la porte au nez. Ce n'est pas la mère que j'ai connue. Je dus mordre l'intérieur de ma joue pour ne pas crier. Et toi, es-tu encore le fils que j'ai connu ? Après plusieurs heures d'audience, le juge annonça une suspension. Le verdict tomberait dans 2 semaines.
Ces 14 jours allaient décider du reste de ma vie. En sortant du tribunal, je crus manquer d'air. Mais Weber posa une main rassurante sur mon épaule. Les jours suivant l'audience furent étranges, comme suspendus entre la peur et l'espoir. J'avais l'impression de marcher sur une corde raide, chaque pas calculé, chaque mot pesé. Le moindre bruit de téléphone me faisait sursauter, mais en même temps je sentais naître en moi une force que je croyais disparue. Éléanore venait presque chaque soir partager un repas. Sa présence était comme un rempart contre la solitude. Un soir, elle posa sa main sur la mienne et dit « Emma, tu as déjà traversé pire. Ce n'est pas seulement ton procès, c'est celui de toutes les femmes qui ont donné sans compter et qui refusent enfin d'être réduites au silence. » Ces mots me firent pleurer, mais c'étaient des larmes de gratitude. Pour la première fois, je n'avais plus honte de dire que j'avais été manipulée. Avec Maître Weber, nous préparions chaque détail. Il voulait montrer que je n'étais pas seulement capable, mais indépendante. Nous avons rassemblé mes dossiers médicaux, mes factures réglées à temps, mes carnets où je notais chaque dépense. J'ai même retrouvé mes carnets de compte des années 80. Des colonnes parfaitement tenues, preuve de ma rigueur de toujours. Vous êtes l'antimodèle de la femme confuse, Emma, dit Weber en souriant. Ce juge n'aura d'autre choix que de vous donner raison. Mais Max et Lena ne désarmaient pas. Ils continuaient de m'appeler, parfois 10 fois par jour, changeant de numéro pour contourner mes blocages. Un soir, j'ai décroché, lasse de leur harcèlement. « Maman, écoute-moi », dit Max d'une voix que je n'avais pas entendue depuis longtemps, presque suppliante. On ne voulait pas en arriver là. Retire la plainte. On peut tout arranger. Arranger quoi? Ai-je demandé, glacial. Le fait que vous m'ayez effacé de votre mariage? Que vous m'ayez volé 33 000 $? Ou que vous essayiez de me déclarer folle? Zelenx. Puis Lena prit le combiné. Emma, ZTU continues on perdra tout. Tu ne veux pas détruire ton propre fils, si? Cette fois, ma réponse fut ferme. Non, Lena. Ce n'est pas moi qui détruis mon fils. C'est lui qui s'est détruit en me trahissant. Je raccrochai sans trembler. Le lendemain, je décidai de faire quelque chose d'inattendu, sortir de la ville pour une journée entière. J'achetai un billet de train et partis visiter un petit musée que Robert et moi avions adoré autrefois. Les tableaux, les sculptures, tout me rappelait la vie que j'avais avant de devenir une machine à payer pour d'autres. Je déjeunai seul dans un café, savourant le simple plaisir de choisir un plat pour moi, avec mon argent, sans penser à personne d'autre. Quand je rentrai le soir, je trouvai une enveloppe glissée sous ma porte. Pas de timbre, pas d'adresse. À l'intérieur, une lettre griffonnée à la hâte. Si tu continues, tu le regretteras. Pense à ce qui t'est cher. Je sentis mes mains trembler. Ils avaient franchi une ligne. Ce n'était plus seulement de la manipulation, c'était une menace. J'appelai immédiatement Weber. Gardez cette lettre, Emma. C'est une pièce supplémentaire. Demain, nous irons ensemble au commissariat pour déposer plainte. Cette nuit-là, je dormis mal, chaque bruit me paraissant suspect. Mais au petit matin, je me suis dit, assez. Je ne vivrai pas dans la peur. Au commissariat, l'officier prit la lettre au sérieux. C'est une menace claire. Nous allons ouvrir une enquête. Nous installerons aussi des patrouilles de surveillance dans votre quartier. Quand je sortis du poste de police, l'air froid me fouetta le visage. J'avais peur, oui, mais une peur qui se transformait en courage. Car chaque tentative d'intimidation devenait une preuve de plus contre eux. 2 jours plus tard, je reçus un appel inattendu. C'était Diana, ma sœur. Emma, j'ai parlé à un avocat ici à Chicago. Si jamais tu veux venir passer quelque temps chez moi, tu seras en sécurité. Max et Lena ne pourront rien contre toi là-bas. J'eus envie d'accepter, mais je savais que fuir n'était pas la solution. Merci, Diana. Mais je dois rester. Je dois affronter cela ici. Sinon, je vivrai toujours avec la peur qu'ils puissent me reprendre ma liberté. Elle comprit. Sa voix était douce mais ferme. Alors promets-moi de ne plus jamais te laisser traiter comme une étrangère dans ta propre vie. Je promis. Le soir même, j'accrochai un cadre au-dessus de mon lit. À l'intérieur, j'avais glissé la photo de Robert, une lettre d'Éléanore, et la copie du document que Weber préparait contre Max et Lena. Un hôtel de force. Je sus alors que le vrai combat n'était pas seulement contre eux. C'était contre l'idée que j'avais tolérée trop longtemps, que je ne valais que ce que je donnais. Et ce combat, je n'avais plus l'intention de le perdre. 2 semaines passèrent dans une tension insoutenable. Chaque matin, je notais dans mon carnet les appels, les lettres, les visites imprévues. Chaque soir, je relisais mes notes, comme pour m'assurer que je ne rêvais pas, que tout cela arrivait vraiment. Je vivais dans une attente fébrile du verdict. La veille du jugement,
Eleanor vint frapper à ma porte avec 2 tasses de thé. Tu dois dormir, Emma. Demain sera une longue journée. Je sais, mais comment fermer l'œil quand l'avenir est suspendu à un seul homme? Parce que tu sais que tu dis la vérité, répondit-elle calmement. Et la vérité finit toujours par gagner. Je la regardais avec gratitude. J'avais parfois l'impression qu'Eleanor avait été envoyée sur mon chemin pour combler le vide laissé par Robert. Le matin du verdict, je me levai à l'aube. J'enfilai à nouveau mon tailleur noir. Dans le miroir, je vis une femme marquée par la fatigue, mais aussi redressée par une force intérieure nouvelle. Au tribunal, l'atmosphère était glaciale. Max et Lena étaient déjà là, assis côte à côte. Max évitait soigneusement mon regard, tandis que Lena me fixait avec un mélange de colère et d'inquiétude. Leur avocat affichait une confiance arrogante, persuadé que tout pencherait en leur faveur. Le juge entra, imposant le silence. Il lut longuement ses notes, puis leva les yeux. Après examen des preuves et témoignages, la Cour conclut que Madame Emma Richter est pleinement capable de gérer ses finances et sa vie. La demande de tutelle est rejetée. Un souffle parcourut la salle. Je sentis mes genoux fléchir, mais Weber posa une main ferme sur mon bras. J'avais gagné. Le juge poursuivit. Cependant, la Cour prend note des transferts financiers excessifs et ouvre une enquête pour déterminer si Madame Richter a été victime d'un abus économique. Les parties concernées pourront être appelées à comparaître ultérieurement. Cette phrase fit l'effet d'une bombe. Le visage de Lena S.L. Figia. Max, blême, murmura quelque chose à son avocat. Pour la première fois, ce n'était plus moi qui étais sur la sellette. C'était eux. En sortant de la salle, les journalistes locaux attendaient. Quelqu'un avait flairé l'affaire. Les flashs crépitaient, les questions fusaient. Weber me souffla à l'oreille. Ne répondez à rien. Leisetz moi parla. Il s'adressa aux caméras d'une voix claire. Ma cliente a été blanchie de toute accusation d'incapacité. Elle est victime d'un abus financier massif, et nous allons maintenant nous assurer que justice soit rendue. Je restai silencieuse, mais dans mon cœur, je criais de soulagement. De retour chez moi, je m'effondrai dans mon fauteuil. Eleanor m'appela aussitôt. Alors ? J'ai gagné, Eleanor. J'ai gagné. Nous avons ri comme 2 adolescentes. Mais cette joie fut vite tempérée par un détail. En allumant mon téléphone, je découvris des dizaines de messages de Max. Certains implorants, d'autres menaçants. Le dernier disait « Tu as ruiné notre vie. Tu ne nous reverras plus jamais. » Je restai figée devant cet écran. Une partie de moi avait encore espéré une réconciliation. Mais ces mots scellaient une rupture définitive. Les jours suivants, je reçus un courrier officiel. La police m'informait que la menace glissée sous ma porte faisait désormais partie d'une enquête criminelle. Lena et Max seraient interrogés. J'eus un pincement au cœur. Ce n'était pas ainsi que j'avais imaginé la vie de mon fils. Mais ce n'était plus ma faute. Weber m'encouragea à ne pas baisser la garde. Ils tenteront peut-être de revenir, sous une autre forme. Mais désormais, vous avez la loi de votre côté. Je suivis son conseil et continuai à vivre. Je repris mes marches au parc, je m'inscrivis à un cours de peinture, et chaque matin je regardais les 3 mots accrochés sur mon réfrigérateur. Liberté, dignité, justice. Un soir, je retournai au cimetière. Je posai ma main sur la pierre de Robert et murmurai. J'ai tenu bon. Te userais fier de moi. Le vent fit bruisser les arbres alentour. Je choisis d'y voir une réponse. Pour la première fois depuis des années, je respirais sans peur. Après le verdict, je crus pouvoir enfin respirer. Mais la réalité me rattrapa vite. Un jugement n'efface pas des années de dépendance et de blessures. Mon téléphone continuait de vibrer, inondé de messages contradictoires. Tantôt des excuses maladroites, tantôt des menaces à peine voilées. Je décidai de ne plus répondre. Pourtant, chaque notification réveillait en moi un mélange d'angoisse et de tristesse. Un matin, je sortis pour acheter du pain. À l'angle de ma rue, je crus apercevoir Max dans une voiture. Sa silhouette, sa façon de se pencher sur le volant. Mon cœur bondit. Mais quand je m'approchai, le véhicule démarra brusquement. Était-ce lui ? Ou mon imagination nourrie par la peur ? Je rentrai précipitamment, verrouillant derrière moi toutes les serrures neuves. Eleanor vint me voir le soir même. Tu as l'air épuisée, Emma. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, à attendre la prochaine attaque. Je sais, mais comment faire autrement ? En avancant. En remplissant tes journées d'autre chose que de leurs souvenirs. Ces mots résonnèrent. Je m'étais libérée juridiquement, mais pas encore psychologiquement. J'étais toujours prisonnière de leur ombre. Alors je décidai de reprendre une activité.
J'appelai une ancienne connaissance, la directrice d'un centre communautaire. Quelques jours plus tard, je me retrouvai à donner des cours de gestion budgétaire à de jeunes mères célibataires. Je leur montrais comment tenir un carnet, prévoir les dépenses, éviter les dettes. Elles m'écoutaient avec une attention touchante, et je réalisais à quel point mon expérience, même douloureuse, pouvait devenir utile. Vous êtes un exemple de résilience, Madame Richter, dit l'une d'elles après la séance. Ces mots m'émurent profondément. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je servais à quelque chose au-delà de Max et Léna. Pourtant, leur ombre planait toujours. Un soir, je reçus une enveloppe officielle, une convocation pour une audience préliminaire concernant l'enquête d'abus financiers. Max et Léna étaient désormais suspects. Je relus le document plusieurs fois, le cœur serré. Mon fils allait peut-être comparaître comme accusé. Était-ce vraiment ce que je voulais? Je passai une nuit blanche. J'entendais la voix de Robert dans ma tête. Tu dois les laisser assumer leurs actes. Mais une autre voix murmurait, c'est ton fils. Peut-on vraiment pousser son propre enfant devant un juge? Le lendemain, j'en parlais à Weber. Je ne veux pas paraître cruel. Emma, répondit-il doucement, ce n'est pas vous qui avez choisi cette situation. Ce sont eux. Vous avez seulement dit non. C'est eux qui ont persisté, qui ont menacé, qui ont manipulé. La justice ne punit pas l'amour, elle punit les abus. Ces mots étaient justes. Pourtant, une mère ne cesse jamais d'aimer. Quelques jours plus tard, je croisai Max par hasard devant le supermarché. Il avait l'air fatigué, vieilli. Ses yeux étaient cernés. Pendant un instant, j'ai revu le petit garçon qui me tendait les bras. « Maman, dit-il d'une voix rauque, peux-tu m'écouter juste une minute ?» Je restai figé, mais je ne fuis pas. Une minute, Max. Pas plus. Il baissa la tête. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Léna m'a poussé. Mais j'ai accepté. Et maintenant tout s'effondre. Tu m'as trahi, Max, répondis-je d'une voix ferme. Tu as tenté de me voler plus que mon argent. Tu as essayé de m'ôter ma dignité. Il leva les yeux, brillant de larmes. Je suis désolé. Ces mots, je les avais attendus depuis des années. Mais prononcés ainsi, tardifs, maladroits, ils résonnaient creux. Désolé ne suffit pas, soufflai-je. Ce n'est pas à moi de décider désormais. C'est à la justice. Je tournai les talons, laissant derrière moi ce fils que je ne reconnaissais plus. Ce soir-là, je rentrai brisé mais aussi déterminé. J'écrivis dans mon journal, je ne peux pas guérir à sa place. Je ne peux pas vivre sa vie. Tout ce que je peux faire, c'est protéger la mienne. Les semaines suivantes furent pleines d'audiences préliminaires, de paperasse, de rendez-vous. Chaque fois que je devais revoir Max et Léna dans une salle d'attente, mon cœur se serrait, mais ma colonne vertébrale restait droite. Ils m'évitaient, parfois chuchotaient entre eux, parfois me lançaient des regards de défi. Un soir, après une longue journée au tribunal, je retrouvai Éléanore chez moi. Elle avait préparé un dîner simple, soupe chaude et pain grillé. « Tu tiens bon, Emma. Mais n'oublie pas, tu n'es pas seule. Tu as des amis, une communauté, une vie au-delà de cette bataille. » Je levai mon verre de vin. À la liberté retrouvée. Et à l'avenir, quoi qu'il en soit. Ce fut la première fois depuis longtemps que je bus non pas pour oublier, mais pour célébrer. Cette nuit-là, je rêvais de Robert. Il me regardait en souriant, et derrière lui, un horizon lumineux s'ouvrait. Je compris alors que, même si les plaies resteraient, je pouvais avancer. Et pour la première fois depuis des décennies, j'étais prête à écrire un nouveau chapitre de ma vie. Les semaines passèrent, rythmées par les convocations et les échanges de documents. Je découvrais une facette du monde judiciaire que je n'avais jamais connue, froide, méthodique, mais aussi impitoyable. Chaque papier, chaque signature devenait une arme. Un matin, je reçus un appel de Weber. « Emma, l'audience préliminaire pour l'abus financier est fixée dans 3 semaines. Nous avons assez de preuves pour construire un dossier solide, mais il serait utile d'avoir encore quelques témoignages extérieurs. » Je pensai immédiatement à Éléanore. Mais aussi à Cynthia, ma coiffeuse, à Monsieur Klein de la banque, et même à la directrice du centre communautaire. Tous avaient vu de près mon autonomie, ma lucidité, et l'exploitation dont j'avais été victime. Je passais des journées entières à écrire, rassembler, classer. Chaque reçu, chaque facture, chaque virement devenait un morceau du puzzle. Parfois, en tenant ces papiers entre mes mains, je me demandais comment j'avais pu être aveugle si longtemps. Comment avais-je pu croire que donner, encore et encore, renforcerait l'amour de mon fils, alors que cela ne faisait que creuser un gouffre? Un soir, en rangeant des boîtes dans mon grenier, je tombai sur des albums de photos. Max enfant, tenant ma main au parc. Son sourire édenté lors de son premier jour d'école. Robert à ses côtés, fier.
Je m'assis sur le sol poussiéreux, les larmes brouillant ma vue. L'enfant que j'avais élevé avec tant d'amour, où était-il passé? Avais-je failli comme mère? Éléanore me trouva ainsi, les albums éparpillés autour de moi. Elle posa doucement une main sur mon épaule. Ne cherche pas ce que tu as perdu, Emma. Regarde plutôt ce que tu peux encore construire. Ces mots me touchèrent profondément. Les jours précédant l'audience furent tendus. Max continua d'envoyer des messages, parfois implorants, parfois furieux. Léna, elle, resta silencieuse. Peut-être préparait-elle une nouvelle stratégie. Le matin de l'audience, je me rendis au tribunal avec Weber. Dans la salle, je vis Max assis seul. Léna n'était pas là. Son absence me frappa plus que sa présence habituelle. Max paraissait fatigué, le visage fermé. Le juge entra et l'audience commença. Weber présenta nos preuves, les relevés bancaires, les témoignages, les lettres de menaces. Monsieur Klein décrivit encore une fois mes visites régulières à la banque. Cynthia parla de nos conversations au salon. Éléanore, avec émotion, raconta les scènes qu'elle avait vues depuis sa maison. Puis ce fut au tour de Max. Son avocat tenta de minimiser les faits, ce n'était pas de l'abus, mais une aide volontaire d'une mère aimante. Mais quand le juge lui demanda « Monsieur Richter, avez-vous remboursé ne serait-ce qu'une partie de ces sommes ?» Max baissa la tête. « Non, votre honneur. » Ce simple mot pesa comme un aveu. À la fin de l'audience, le juge annonça qu'une décision serait rendue dans 1 mois. 1 mois encore d'attente. Mais cette fois, je ne me sentais plus vulnérable. J'avais la vérité avec moi, et elle ne pouvait pas être effacée. En rentrant chez moi, je reçus un message inattendu. « Emma, c'est Léna. Je sais que tu me détestes, mais je ne peux plus continuer. Max m'entraîne dans un gouffre. Je veux parler, dire la vérité. » Je restai longtemps devant ce texte. Était-ce un piège? Ou la première fissure dans leur façade commune? Je décidai d'en informer Weber. Si elle veut témoigner, dit-il, cela peut changer toute l'affaire. Mais soyez prudente. Ne la rencontrez pas seule. Cette nuit-là, je dormis mal. Je rêvais de 2 routes, l'une sombre, où Max et Léna s'unissaient encore contre moi, l'autre éclairée, où Léna avouait enfin, et où mon fils se retrouvait seul face à ses choix. Au réveil, je savais une chose. La tempête n'était pas terminée. Mais j'étais prête à y faire face. Le message de Léna resta longtemps affiché sur mon écran. Ces mots simples, je veux dire la vérité, résonnaient comme un écho inattendu. J'avais du mal à y croire. La femme qui m'avait humiliée, qui m'avait regardé de haut en me traitant de non spécial, voulait soudain témoigner? Était-ce une ruse pour me fragiliser, ou bien la première lueur d'honnêteté après des années de manipulation? Je décidai de ne rien précipiter. J'appelai Weber et lui lus le message. C'est peut-être une opportunité, Emma. Si Léna témoigne, son aveu portera plus de poids que n'importe quel document. Mais nous devons être prudents. Ne la rencontrez jamais seule. Je peux organiser un entretien officiel, dans un cadre sécurisé. Nous fixâmes donc une date au cabinet de Weber. Pendant 3 jours, je vécus dans l'angoisse de ce rendez-vous. Chaque sonnerie de téléphone, chaque pas devant ma maison me rappelait que je marchais sur un fil. Enfin, le jour arriva. Léna entra dans le bureau vêtue sobrement, sans maquillage. Ses yeux gonflés trahissaient des nuits sans sommeil. Elle ne ressemblait plus à la femme triomphante qui m'avait exclue de son mariage. « Emma, dit-elle en évitant mon regard, je sais que tu n'as aucune raison de me croire. Mais je n'en peux plus. Max m'a entraînée dans cette spirale. C'est lui qui voulait les virements, lui qui insistait pour te déclarer inapte. J'ai suivi, par lâcheté, par peur de le perdre. Mais maintenant je réalise que nous avons franchi une ligne. » Ces mots étaient haletants, comme si chaque syllabe coûtait un effort immense. Je restai silencieuse, le cœur serré. « Es-tu prête à témoigner ?» demanda Weber d'une voix ferme. « Oui. Je suis prête à dire que Max a tout orchestré. Je suis prête à reconnaître que nous avons abusé d'Emma. » J'eus envie de la remercier, mais ma colère reprit le dessus. « Tu as attendu que tout s'écroule pour parler. Tu aurais pu m'épargner des mois de douleur. » Léna baissa la tête. « Je sais. Je ne demande pas ton pardon. Seulement une chance de réparer un peu. » Weber prit aussitôt note de sa déclaration et organisa une déposition officielle. En sortant, Léna osa lever les yeux vers moi. « Emma, quoi qu'il arrive, je suis désolée. » Je ne répondis pas. Mais au fond de moi, un poids s'était déplacé. Pour la première fois, l'un de mes 2 ennemis reconnaissait la vérité. Les jours suivants, je remarquai un changement. Max, informé sans doute de la trahison de Léna, se mit à multiplier les messages furieux. « Tu as tout détruit.
Elle m'a trahi. Tu seras responsable si je perds tout. Ces mots étaient venimeux, mais ils ne m'atteignaient plus de la même façon. J'avais désormais un témoin clé. L'audience suivante fut tendue. Léna, convoquée à la barre, confirma sous serment mes accusations. Elle décrivit comment Max avait exigé de l'argent chaque mois, comment il l'avait convaincu qu'il fallait me faire passer pour confuse afin de garder le contrôle. Ses aveux firent l'effet d'un coup de tonnerre. Max se leva brusquement, hurlant que c'était un mensonge. Le juge le rappela à l'ordre, mais son agitation joua contre lui. Moi, je restais assise, la gorge serrée mais digne. En sortant du tribunal, Éléanore m'attendait devant les marches. Elle m'enlaça sans un mot. Je sentis mes jambes faiblir, mais son étreinte me donna la force de tenir debout. Tu as survécu à l'impossible, Emma. Tu as regardé la vérité en face. Ce soir-là, de retour chez moi, je rallumai pour la première fois la radio. Une musique douce envahit la maison. J'ouvris les fenêtres, laissant entrer l'air frais. Je m'assis dans mon fauteuil avec une tasse de thé. Et j'écrivis dans mon journal. Aujourd'hui, une partie du poids est tombée. Max reste mon fils, mais il n'est plus mon maître. Léna n'est pas devenue mon amie, mais elle a cessé d'être mon bourreau. Quant à moi, je suis encore debout. Et c'est déjà une victoire. Je regardais le cadre accroché au mur. Les mots liberté, dignité, justice brillaient dans la lumière du soir. Pour la première fois depuis longtemps, je crus qu'ils n'étaient plus seulement des promesses, mais une réalité en marche. Les jours qui suivirent la déposition de Léna furent pleins de contradictions. D'un côté, un poids s'était allégé. Enfin, quelqu'un confirmait mes paroles. Mais d'un autre, l'ombre de Max planait encore plus lourdement sur moi. Mon fils ne se résignait pas. Chaque matin, mon téléphone vibrait sous une pluie de messages. Certains implorant « Maman, arrête ça, je t'en supplie ». D'autres venimeux « Tu détruis ta famille, tu paieras ». Cette alternance me déstabilisait, comme si je faisais face à deux personnes différentes, l'enfant que j'avais bercé et l'homme qui voulait ma perte. Weber me répétait sans cesse. Conservez tout, Emma. Chaque mot, chaque menace, chaque supplication. Tout est utile devant le juge. Alors je gardais les preuves. Mais dans le secret de mes nuits, je relisais parfois ces messages en pleurant. Non parce qu'ils me faisaient peur, mais parce que j'y cherchais, désespérément, une trace du fils que j'avais connu. Pendant ce temps, l'enquête progressait. La police convoqua Max pour un interrogatoire officiel. Weber Y assista. À son retour, il me raconta la scène. Il a nié, puis s'est contredit. Il n'a pas su expliquer pourquoi tant d'argent avait disparu, ni justifier les menaces. Sa colère l'a trahi. Je l'écoutais en silence, le cœur serré. Imaginer mon fils face à des policiers me déchirait, même si c'était mérité. Pour ne pas sombrer, je me plongeais dans mes nouvelles activités. Le centre communautaire devint mon refuge. Chaque semaine, j'y retrouvais ces jeunes femmes qui prenaient des notes à vide pendant mes cours de gestion budgétaire. Je leur parlais de discipline, de choix, de dignité. Parfois, je me surprenais à me voir en elles, des femmes qui avaient trop donné, trop sacrifié, et qui tentaient de reprendre le contrôle. Un soir, l'une d'elles me glissa un mot. « Grâce à vous, j'ai ouvert mon premier compte épargne. » Je sentis mes yeux se remplir de larmes. Je n'étais plus seulement une victime. J'étais redevenue utile. Pourtant, le danger rôdait encore. Un soir, en rentrant, je trouvai ma boîte aux lettres forcées, les papiers éparpillés dans la rue. Personne ne fut identifié. Mais au fond de moi, je savais. Ce n'était pas un hasard. C'était un avertissement. Je pris une photo de la scène et l'envoyai à Weber. Il me répondit aussitôt. Chaque intimidation devient une preuve supplémentaire. Ne laissez pas la peur reprendre le dessus. Mais la peur était là. Elle se glissait dans mes rêves, me réveillait au moindre bruit. Alors j'appelai Éléanore. Elle accourut, lampe torche à la main, inspectant le jardin comme une sentinelle. « Tu n'es pas seule, Emma. Souviens-toi-en. » Ces mots simples me donnèrent plus de courage qu'aucun système de sécurité. Quelques jours plus tard, un événement inattendu bouleversa tout. Un appel de Max, non pas un message. Sa voix était rauque, brisée. « Maman. Je n'en peux plus. Léna est partie. L'avocat m'a lâché. Je n'ai plus rien. Aide-moi. » Je restai figée, le téléphone à l'oreille. Pendant un instant, j'entendis à nouveau le petit garçon qui m'appelait au milieu de la nuit après un cauchemar. Mais je me rappelai aussi l'homme qui avait essayé de me dépouiller de ma dignité. « Max, tu m'as trahi. Tu n'as pas seulement pris mon argent, tu as tenté de voler mon identité. Tu as voulu faire croire que je n'étais plus capable d'exister par moi-même. » Il sanglotait. « Je suis désolée, maman. Je t'en supplie, retire la plainte. »
Je fermais les yeux. Chaque fibre maternelle en moi criait de céder. Mais je me souvenais des mots de Weber. La justice ne punit pas l'amour, elle punit les abus. Alors je répondis d'une voix ferme. Je ne peux pas retirer la plainte. Ce n'est plus seulement entre toi et moi. C'est entre toi et la vérité. Il raccrocha brutalement. Je restai longtemps immobile, le téléphone encore chaud dans ma main. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Jalai au grenier, sortes les vieux albums photos. Je revis son visage d'enfant, son sourire éclatant, son premier vélo. Je m'assis au milieu des boîtes, les larmes coulant silencieusement. Était-ce ma faute? Avais-je trop donné? Trop protégé? En voulant l'aimer sans condition, avais-je détruit sa capacité à aimer en retour? Éléanore me trouva ainsi le lendemain. Elle posa doucement sa main sur mon épaule. Ne cherche pas ta culpabilité, Emma. Ce n'est pas toi qui l'as conduit là. Chacun porte ses choix. Ces paroles résonnèrent longtemps. Quelques jours plus tard, Weber m'annonça que l'audience finale approchait. Préparez-vous, Emma. Ce sera le moment décisif. Vous devrez être forte, même si Max tente encore de jouer sur vos émotions. La veille, je préparais mes vêtements soigneusement, rangeais mes dossiers dans une chemise impeccable, et posais mes mains sur la photo de Robert. Aide-moi à rester droite, mon amour. Demain, c'est peut-être la fin de ce combat. Cette nuit-là, je dormis peu, mais je ne tremblais plus. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais prête. Le matin de l'audience finale, je me réveillai avant même que l'aube ne colore le ciel. La maison baignait dans un silence presque sacré. Chaque craquement du parquet résonnait comme un rappel. Aujourd'hui, tout allait se décider. J'allumai la bouilloire, versai l'eau chaude sur les feuilles de thé et m'assis devant la fenêtre. Le monde extérieur s'éveillait lentement, ignorant que ma vie, elle, s'apprêtait à basculer. Je posai mes mains sur la photo de Robert, accrochée au mur depuis tant d'années. Son regard calme semblait me soutenir. « Aide-moi à rester droite, mon amour », murmurai-je. Éléanore arriva peu après. Sa présence m'apaisa immédiatement. Elle portait une veste sombre et serra ma main avec force. « Prête » demanda-t-elle. Je crois que oui. Ou du moins, je n'ai plus le choix. Au tribunal, l'air était lourd, chargé de tension. Weber me fit signe en me voyant entrer. Ses dossiers bien rangés, son ton assuré m'insufflèrent un courage dont j'avais grand besoin. Max était déjà là. Assis, le dos voûté, les traits tirés. Il ne ressemblait plus à l'homme arrogant qui m'avait menacé, mais à un enfant perdu. À ses côtés, un avocat commis d'office griffonnait des notes. Léna, quant à elle, se tenait à distance, vêtue sobrement. Nos regards se croisèrent, et pour la première fois, je n'y lus ni hostilité ni triomphe, mais une lassitude proche de la mienne. L'audience commença. Weber exposa les preuves avec précision. Relevés bancaires, lettres de menaces, témoignages d'Éléanore, de Cynthia, de M. Klein. Chaque pièce formait un puzzle implacable. Puis Léna fut appelée. Sa voix tremblait au début, mais elle retrouva vite son aplomb. Elle raconta comment Max avait exigé toujours plus, comment il avait manipulé les situations, comment elle-même avait cédé par peur et par confort. Elle avoua sa complicité, mais insista, l'initiative venait de lui. Max se leva brusquement, rouge de colère. « C'est faux » hurla-t-il. Elle ment pour se sauver. Le juge le rappela à l'ordre. Ses cris ne firent que l'enfoncer davantage. Quand vint mon tour de prendre la parole, mes jambes tremblaient, mais ma voix resta claire. Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour protéger ma dignité, celle qu'on a voulu me voler. Pendant des années, j'ai cru que donner était aimer. Mais aujourd'hui, je comprends que l'amour ne se quémande pas par la menace. J'ai souffert, j'ai eu peur, j'ai douté de moi-même. Mais je me tiens devant vous pour affirmer que je suis encore capable de vivre, de décider, de choisir. Le silence dans la salle était palpable. Le juge prit des notes, puis annonça qu'il rendrait sa décision après une courte suspension. Les minutes d'attente me parurent des heures. Elena M.L. Serra Lamain, Weber M.E. Lanka UN Regat Encourageant. Max, lui, fixait le sol, crispé, comme un animal acculé. Enfin, le juge revint. Sa voix, ferme, coupa l'air comme une lame. « Monsieur Richter, vous êtes reconnu coupable d'abus financiers et de harcèlement moral. Vous êtes condamné à un suivi obligatoire, à des travaux d'intérêt général et à un remboursement partiel des sommes perçues. Madame Richter, en raison de votre témoignage, votre responsabilité est reconnue, mais votre peine sera réduite. » Je fermai les yeux, retenant un souffle que je ne savais plus avoir. Ce n'était pas une victoire éclatante, mais c'était une reconnaissance. La justice venait de tracer une frontière entre moi et ceux qui avaient voulu m'écraser.
En quittant la salle, Max croisa mon regard. Ses yeux, rougis, semblaient chercher une faille, une tendresse cachée. Pendant une seconde, j'eus envie de lui tendre la main. Mais je la gardai fermement serrée contre moi. Il devait désormais marcher seul. Dehors, l'air froid me fouetta le visage. Éléanore me prit par le bras. « C'est fini, Emma. Tu es libre. » Libre. Le mot résonna longtemps en moi. Libre de la peur, libre de la culpabilité, libre de recommencer. Les jours suivants, je découvris une nouvelle existence. Le silence de ma maison n'était plus une prison, mais un apaisement. J'ouvris les fenêtres, laissai entrer la lumière, rangeai les pièces trop longtemps négligées. J'appris à savourer des gestes simples. Préparer un repas, arroser mes plantes, lire un livre sans craindre que le téléphone n'apporte une nouvelle menace. Au centre communautaire, les jeunes femmes m'accueillirent avec des sourires. L'une d'elles me dit « Vous êtes la preuve qu'on peut survivre à tout, même aux blessures infligées par ceux qu'on aime. » Ces mots me bouleversèrent. Peut-être n'étais-je plus seulement une femme brisée, mais un exemple pour d'autres. Un soir, j'ouvris mon journal et j'écrivis « Je ne suis plus une victime. Je suis une femme debout. J'ai perdu une illusion, celle d'un fils qui m'aimerait comme je l'aimais. Mais j'ai retrouvé quelque chose de plus précieux, ma dignité. Et dans ce monde incertain, c'est peut-être la plus grande des victoires. » Je posai mon stylo, levai les yeux vers la photo de Robert. « Tu peux être fier de moi, soufflai-je. » Puis je me tournai vers la fenêtre. Le soleil déclinait, teignant le ciel d'or et de rouge. Je respirai profondément. Ce n'était pas la fin, mais un commencement. Une histoire nouvelle, écrite selon mes propres règles. Et, pour la première fois depuis trop longtemps, je souris sans crainte.